Alors, dans cette partie du cours, on va parler essentiellement du potentiel d'action. On va définir la signification d'un potentiel d'action et son enregistrement. Après, on va essayer d'expliquer quels sont les éléments qui interviennent dans la genèse, dans la formation de ce potentiel d'action. Donc, on va essayer de commencer par ce que nous avons déjà vu à la dernière séance, c'est-à-dire qu'on va mesurer sur une cellule, voilà, une cellule, bon, une cellule nerveuse, musculaire ou sécrétrice, on va mesurer le potentiel de repos. Donc, on va mettre une microélectrode à l'intérieur de la cellule. Donc, par rapport au potentiel de masse, c'est un adaptateur d'impédance. Il permet donc de mesurer, donc je vous rappelle, il permet de mesurer le potentiel intracellulaire par rapport à la masse, à la Terre. Donc, on va mesurer ici le potentiel intracellulaire avec cette électrode. Donc, une microélectrode qu'on remplit avec du KCl3M dans lequel on trompe un fil d'argent. Alors, le potentiel intracellulaire est toujours mesuré par rapport au potentiel extracellulaire. Donc, ici aussi, on va mettre une macroélectrode qu'on relie à un adaptateur d'impédance pour diminuer la résistance de l'électrode devant celle de l'oscilloscope. Alors, cette macroélectrode, donc c'est une macroélectrode, remplie avec du KCl aussi, 3M, permet de mesurer le potentiel extracellulaire. Alors n'oubliez pas que ici vous avez le bain. Alors le bain, il contient les ions sodium, potassium, calcium, chlore, bicarbonate, etc., etc. Et le pH est de 6,8, généralement 6,8. Donc ça contient les ions. Donc le bain contient les éléments nécessaires à la survie de la cellule. Alors ce potentiel, si je fais la différence entre le potentiel interne et le potentiel externe au niveau d'un oscilloscope ou un voltmètre, plus et moins, à la sortie de l'oscilloscope, l'oscillo, on va mesurer le potentiel interne moins le potentiel externe. Ça, c'est le potentiel de repos de la cellule. Donc, ce potentiel de repos, on a dit qu'il est dû à au potentiel d'équilibre aux ions potassium, c'est-à-dire que la membrane est très perméable aux ions potassium, mais il y a une petite perméabilité aux ions sodium qui fait que le potentiel de repos est un tout petit peu différent de potentiel d'équilibre aux ions potassium calculé théoriquement à partir de l'équation de Nernst. C'est ça l'interprétation du potentiel de repos. Alors, si ce potentiel de repos va rester constant, il va rester, s'il est égal à moins 80 millivolts, il reste moins 80 millivolts tant que les conditions ioniques extracellulaires et intracellulaires ne changent pas. Il ne faut pas changer les concentrations ioniques. Si vous changez les concentrations ioniques à l'extérieur ou à l'intérieur, le potentiel change. C'est normal puisque EK est égal à RT sur ZF, logarithme de la népérien d'une concentration interne sur la concentration externe. Donc vous voyez que si vous changez la concentration d'un ion à l'intérieur ou vous la changez à l'extérieur, EK va changer et le potentiel de repos change. Donc il ne faut pas que le potentiel de repos change, il reste constant tant que les conditions ioniques extracellulaires et intracellulaires ne changent pas. Alors on va faire la chose suivante. On va essayer de modifier ce potentiel. On va stimuler la cellule. Alors pour stimuler la cellule, il faut une autre microélectrode, donc remplie toujours avec du KCl, avec un fil d'argent, et on va mettre un stimulateur ici. Stimulateur, alors stimulateur ou générateur. Un stimulateur ou un générateur qui permet de donner soit des courants positifs, des stimulations positives, donc plus 1, ou des stimulations négatives, moins I,
Et ces stimulations, par rapport au zéro, peuvent changer dans le temps ou en amplitude. Une stimulation peut changer, donc on peut donner plusieurs stimulations si on veut, soit positives, soit négatives, et c'est à l'expérimentateur de déterminer l'intensité et la durée de la stimulation. Alors, donc si je fais ça, si je stimule une cellule avec un courant I et je mesure les variations de potentiel, donc le potentiel au départ était par exemple moins 80 millivolts, c'est le potentiel de repos. Alors si ce potentiel reste constant, je vais stimuler la cellule avec un courant et je mesure les variations de potentiel. Cette technique s'appelle le courant, c'est la technique de courant imposé. Alors c'est la première technique qu'on va utiliser, c'est la technique de courant imposé qui permet de stimuler une cellule nerveuse ou musculaire ou sécrétrice avec un courant. Alors variable, c'est moi qui détermine le temps, c'est l'expérimentateur, et l'amplitude, c'est moi qui détermine l'amplitude de stimulation grâce à un appareil, un générateur ou un stimulateur. Donc on peut vous montrer ça en salle de TP, ce sont des petits appareils qui délivrent soit des courants positifs, ça veut dire on peut stimuler la cellule en introduisant soit des charges positives, mais on peut aussi hyperpolariser la cellule si j'introduis des cellules négatives. C'est moi qui détermine la quantité de charge que je vais introduire. Donc, je change l'amplitude de la stimulation. Soit je dépolarise, soit j'hyperpolarise la cellule. Alors, si je stimule une cellule nerveuse qui a un potentiel de repos de moins 80 millivolts avec une faible amplitude, c'est-à-dire très petite, je vais mesurer quelque chose qui est comme ça, une exponentielle, et dans l'autre sens, une autre exponentielle si j'arrête la stimulation. Si je donne une stimulation négative de même amplitude, c'est-à-dire j'hyperpolarise, je vais mesurer un potentiel, une exponentielle dans l'autre sens, et lorsque j'arrête la stimulation, c'est une exponentielle dans l'autre sens. Alors, ce phénomène de variation de potentiel de façon exponentielle, on va l'appeler un potentiel électrotonique. Alors, ce potentiel électrotonique nécessite un cours à lui tout seul, mais on va essayer, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de dire que ce sont des variations passives de la membrane, c'est simplement un changement de potentiel qui fait que la perméabilité passive augmente, soit dans le sens de dépolarisation, donc j'obtiens un potentiel électrotonique dépolarisant, ici, ou en bas, un potentiel électrotonique hyperpolarisant. Et généralement, ce potentiel électrotonique, ici c'est moins 70 millivolts. Donc, je n'ai pas beaucoup. Si j'augmente l'intensité de stimulation, dans un sens, ce potentiel électrotonique va augmenter. Et donc ici, j'aurai dans les moins 60 millivolts à peu près d'amplitude. Si je vais jusqu'à moins 60 millivolts, ce potentiel électrotonique augmente. Si j'hyperpolarise dans l'autre sens, avec la même amplitude mais dans le sens négatif, ben, j'obtiens un potentiel électrotonique hyperpolarisation de même amplitude que celui-ci. Maintenant, je vais stimuler avec une stimulation beaucoup plus forte, c'est-à-dire une intensité plus forte, ici,
Et je vais avoir ceci, je vais avoir jusqu'à moins 50. Si j'arrive ici à moins 50 millivolts, moins 50 millivolts, j'aurai un phénomène qui augmente. Il va aller jusqu'à plus 20. Alors, je n'ai pas d'espace pour vous mettre un pic beaucoup plus haut, plus 20 millivolts jusqu'à plus 40 millivolts, et il descend spontanément. Si je fais la même chose dans le sens des hyperpolarisations, avec la même amplitude mais dans le sens négatif, alors la remarque c'est que je n'obtiens pas la même variation, j'obtiens un simple potentiel électrotonique, mais d'amplitude beaucoup plus importante. Alors ce phénomène s'appelle un potentiel d'action. Alors tout se passe comme si le potentiel électrotonique, il est ici le potentiel électrotonique au départ, mais ce potentiel électrotonique a atteint une valeur de moins 50. Il a une amplitude tellement importante qu'il s'est passé quelque chose à moins 50 et la variation de potentiel va dans le sens positif, puis il revient dans le sens négatif. Donc j'ai ici une dépolarisation et une repolarisation, c'est la caractéristique d'un potentiel d'action. Donc si je stimule avec une stimulation efficace, c'est-à-dire pour arriver jusqu'au seuil, le seuil de quelque chose qui fait que le potentiel d'action va augmenter rapidement dans le sens positif. Mais cette variation de potentiel dans le sens positif, je ne la vois pas dans le sens négatif. Donc ça n'existait pas lorsque j'hyperpolarise la cellule. Alors je change mon schéma parce qu'il est trop surchargé. Et donc on va dire que si je, en courant imposé, attention, en courant imposé, c'est la technique qui permet, avec un courant I efficace, donc une stimulation I très efficace, c'est-à-dire une amplitude importante et une durée importante, j'obtiens une variation de potentiel qui fait que, au départ, j'ai un potentiel électrotonique, mais juste après, j'obtiens un potentiel d'action, un PA, avec une phase de dépolarisation, une phase de repolarisation. Et ici, je veux dire que j'ai le potentiel seuil. Si j'arrive au seuil, j'ai un potentiel d'action. Mais si l'amplitude est faible, je n'obtiens pas un potentiel d'action, j'obtiens simplement un potentiel électrotonique. Parce que ici, je n'arrive pas au seuil. Et donc, puisque l'intensité est faible. Et si je donne une stimulation dans l'autre sens, c'est-à-dire ici, j'obtiens simplement un potentiel électrotonique. Donc, qu'est-ce qu'est le potentiel d'action? C'est une variation du potentiel qui arrive lorsque on atteint la valeur seuil. Donc, il faut que le potentiel arrive au seuil. Vous avez un potentiel au départ de moins 80 millivolts sur le potentiel de la cellule. Si vous dépolarisez jusqu'ici, le potentiel revient. Si vous dépolarisez jusqu'à une valeur supérieure, le potentiel revient. Mais si vous dépolarisez jusqu'au potentiel seuil, si vous dépolarisez jusqu'au potentiel seuil, alors le potentiel, il s'en va vers le haut, il peut atteindre jusqu'à plus 40 millivolts, c'est l'amplitude. Donc ici, vous pouvez atteindre jusqu'à plus 40 millivolts et le potentiel descend spontanément. Donc il faut arriver à la valeur seuil. C'est très important dans l'enregistrement du potentiel d'action. Donc on peut passer à la diapositive. Donc vous avez vos diapositives devant vous. C'est quoi le potentiel d'action? Pour mesurer le potentiel d'action, il faut absolument utiliser la technique de courant imposé. Alors, courant imposé, ça veut dire je stimule avec un courant et je mesure un potentiel d'action. Alors, c'est ça ce que ça veut dire le courant imposé, c'est la technique. Donc, le montage, principe du courant imposé, permet d'enregistrer un PA, un potentiel d'action.
Alors, vous voyez ici, bah, c'est la même chose que je vous expliquais dans la diapositive d'avant, c'est que vous avez ici le dispositif qui permet de mesurer le potentiel de repos. Tout ça, c'est le dispositif qui permet donc une microélectrode par rapport à une macroélectrode. Vous avez une microélectrode intracellulaire, une externe, et vous avez, grâce à un oscilloscope, la mesure du potentiel de repos. Et grâce à un stimulateur, donc vous pouvez utiliser soit une seule électrode, soit deux électrodes, ça dépend de l'appareillage, vous mesurez le potentiel d'action ou bien un potentiel électrotonique. Si l'intensité est faible, vous mesurez un potentiel électrotonique. Si l'intensité est forte, vous mesurez un potentiel d'action. Alors, la première personne qui a étudié et qui a démontré la présence d'un potentiel d'action au niveau des cellules, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui fait marcher les cellules, quel est le phénomène qui arrive aux cellules, par exemple lors de la pensée, lors de la sécrétion, lors de la contraction. On ne savait pas, donc c'est pendant les années de début du siècle dernier, il y avait un chercheur, Bernard Katz, Sir Bernard Katz, c'est la première personne qui a étudié le potentiel d'action. Il a enregistré le potentiel d'action, mais il ne sait pas à quoi il est dû. Il dit simplement que lorsque les cellules fonctionnent, lorsque les cellules excitables fonctionnent, il observe des variations de potentiel comme un courant électrique. Parce que si il y a une variation de potentiel V, ça veut dire qu'il y a une variation d'un courant I selon la loi d'Ohm. Si vous avez une variation de V, vous avez une variation du courant. Si vous avez une variation de résistance, c'est la loi d'Ohm. Alors, donc, la première personne qui a enregistré les variations de potentiel, le potentiel d'action, c'est Bernard Katz. C'est un Allemand, un biophysicien. Il est célèbre pour ses recherches en biochimie. Il a un prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1970. Donc, il partage avec Axelrod et von Euler. Alors, ses principaux recherches sont basées au niveau synaptique, zone de contact fonctionnel entre deux neurones. Il s'intéresse à la façon dont l'impulsion nerveuse est transmise entre la fibre nerveuse et le muscle. Donc ça, c'est une autre partie du cours qu'on va étudier ultérieurement. Alors, Katz était donc le premier qui a généré, qui a mesuré le potentiel d'action. Alors, ce potentiel d'action varie selon les cellules. Il varie en durée. Ici, c'est la cellule du myocarde que vous connaissez, donc c'est les cellules cardiaques du myocarde. La durée étant de 300 millisecondes, vous voyez que l'amplitude peut atteindre jusqu'à plus 20, avec trois phases. Une phase de dépolarisation, c'est la phase 0. Vous avez ici ce qu'on appelle le overshoot ou le pic. Overshoot ou bien le pic du potentiel, c'est-à-dire la partie qui dépasse de 0 jusqu'à plus 20. Alors ce pic-là du potentiel d'action, on l'appelle l'overshoot. Overshoot ou le pic du potentiel d'action. Et puis vous avez la phase 2. La phase 2, c'est le plateau. La phase 2, c'est le plateau du potentiel d'action. Et la phase 3, c'est la phase de repolarisation. La phase 4, on la connaît, c'est la phase du potentiel de repos. Et la phase 0, c'est la phase de dépolarisation. Donc tout ça, on l'a déjà vu dans un cours antérieur. Donc vous avez une forme, un potentiel d'action qui dure 300 millisecondes. Alors 300 millisecondes, si je regarde, je compare ce potentiel d'action à d'autres potentiels d'action, par exemple au niveau d'une cellule musculaire, squelettique, vous voyez que ici, on a simplement une dépolarisation et une repolarisation. Donc je crois que ce potentiel d'action est un potentiel non pas d'une cellule musculaire, mais d'une cellule nerveuse, d'un axone. C'est ce que vous allez étudier en TP, donc c'est une cellule nerveuse, c'est un axone, avec simplement une phase de dépolarisation, une phase de repolarisation, un potentiel de repos, un potentiel seuil, et vous voyez le overshoot
Ici aussi, il existe, mais il n'y a pas de plateau. Il n'y a pas de plateau parce que la cellule nerveuse, l'axone, au niveau de l'axone n'a pas besoin de calcium, donc il n'y a pas de plateau. Rappelez-vous, je vous ai dit que le plateau du potentiel d'action est dû à l'entrée des ions calcium. Et l'axone, il n'a pas besoin de calcium, il n'a besoin de calcium qu'au niveau synaptique, au niveau des canaux N. Alors, il n'y a pas de potentiel d'action au niveau de l'axone, au niveau de la membrane, donc le potentiel ici ne dépasse pas 10 millisecondes. Donc 10 millisecondes, ici c'est 300 millisecondes de durée, donc ce sont deux potentiels différents. Alors au niveau d'autres cellules, ici c'est au niveau des cellules automatiques cardiaques. Cellules automatiques des tissus, le tissu nodal. Alors la caractéristique du tissu nodal, c'est que la phase de dépolarisation est formée de deux parties, une phase lente et une phase rapide. On verra ça. La phase de dépolarisation, ici, est formée par une phase lente et une phase rapide. C'est la phase de dépolarisation rapide. Donc, la lente, dès que le potentiel de repos est atteint, cette phase diminue, diminue, diminue progressivement. Et puis, arrivé à moins 55, la dépolarisation devient rapide. Alors ça se fait sans stimulation. Sans stimulation, c'est une diminution du potentiel à partir du potentiel de repos jusqu'au potentiel seuil. C'est la caractéristique des cellules automatiques, cellules de tissu nodal, sans stimulation. On n'excite pas, on n'utilise pas de stimulateur, ça se fait spontanément au niveau de ces cellules. Alors ici donc, vous voyez une autre forme du potentiel d'action avec deux phases dans la phase de dépolarisation, alors qu'ici vous avez qu'une seule phase. Ici qu'une seule phase, il faut stimuler. Ici il faut stimuler. Ici, au niveau de ces cellules-là, sans stimulation, on obtient des potentiels d'action comme ça. Alors ici vous avez un potentiel d'action un peu bizarre, c'est celui des cellules auditives. Donc toutes les cellules excitables, donc de l'oreille, toutes les cellules, et regardez que le potentiel d'action ici ne dépasse pas une milliseconde ou 2 millisecondes, avec une phase de dépolarisation, une phase de repolarisation, puis parfois, ici ou là, le potentiel ne revient pas au potentiel de repos tout de suite, soit il s'hyperpolarise, soit parfois il se dépolarise. Donc, on appelle ça des post-potentiels, soit de dépolarisation ou des post-potentiels d'hyperpolarisation. Donc il y a parfois, avant que le potentiel arrive au potentiel ici, soit il s'hyperpolarise, soit il se dépolarise, soit les deux, comme ici il s'hyperpolarise. Donc c'est un potentiel post-potentiel, ici d'hyperpolarisation, ici il y a un petit peu d'hyperpolarisation suivi d'une dépolarisation et après le potentiel revient au potentiel de repos. On aura une autre explication physiologique qu'on donnera ultérieurement. Alors, Katz, j'ai dit que Katz s'est associé avec un autre Allemand, c'est Hodgkin. Hodgkin, ces deux noms, il faut les retenir parce que ce sont des gens qui ont travaillé, les premiers qui ont mis en évidence la présence d'un phénomène électrique au niveau des cellules. Donc, voilà ce qu'il a fait Katz et Hodgkin. Ils ont changé, donc ils ont mesuré le potentiel d'action, donc potentiel de repos au départ. Ce potentiel de repos, et ensuite, ils ont stimulé la cellule. Ils ont stimulé la cellule, ils ont travaillé sur une cellule nerveuse, donc ils ont stimulé avec une électrode de stimulation. Et ils ont changé la concentration du sodium à l'extérieur de la cellule. Donc à l'extérieur ici, ils ont changé la concentration extracellulaire de sodium. Donc en changeant la concentration externe de sodium, et à chaque fois, ils mesurent le potentiel d'action. Donc qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont que lorsque la concentration de sodium est normale, c'est-à-dire 12 millimolaires, c'est ça la concentration extracellulaire du sodium. Lorsqu'il diminue de 70%, l'amplitude du potentiel d'action diminue. Lorsque la concentration est réduite à 50% de sa valeur externe, le potentiel d'action diminue encore.
lorsque la concentration n'est que de 33%, l'amplitude diminue encore. Donc, on va dire que l'amplitude du potentiel d'action dépend de la concentration du sodium à l'extérieur. Alors, rappelez-vous, on a dit que le potassium est nécessaire au maintien du potentiel de repos. C'est lui qui intervient dans le potentiel de repos. Mais ici, le potentiel d'action est maintenu et déclenché grâce au sodium. C'est différent, donc ils ont partagé le travail. Le potassium, c'est pour le potentiel de repos. Et ici, vous voyez que c'est le sodium qui intervient dans le potentiel d'action, dans l'amplitude du potentiel d'action. Et donc, sur la courbe de droite, vous voyez, donc ici, c'est une échelle logarithmique. Donc, pour obtenir une droite, il faut une échelle logarithmique, sinon vous n'aurez pas de droite. Et vous voyez que le potentiel de membrane change lorsque la concentration de sodium augmente. Si la concentration de sodium augmente, vous voyez que l'amplitude augmente. Et il augmente le potentiel de membrane mesuré sur une cellule grâce aux électrodes. Il augmente. Et vous voyez ici que si je calcule la force ionique, le potentiel d'équilibre aux ions sodium, si je mets la concentration extracellulaire, c'est 12, bon, vous pouvez mettre 12 ou 17, peu importe. Sur cette cellule, la concentration extracellulaire étant intracellulaire, est égale à 17. Donc lorsque la concentration, alors ici c'est concentration extracellulaire n'est pas de 12 millimolaires, la concentration extracellulaire étant de 140 millimolaires. 140 millimolaires. Donc, la concentration externe, si je change la concentration extracellulaire ici, et je mets une concentration interne de 12 millimolaires, vous voyez que j'obtiens une droite qui est parallèle à celle-ci. Il évolue dans le même sens. Ça veut dire que le pic ou l'amplitude du potentiel d'action dépend de la concentration de sodium extracellulaire. Donc, le sodium, c'est lui qui est responsable du pic, qui est responsable de l'amplitude du potentiel d'action. Ça, c'est la technique de courant imposé. Alors, si le sodium est responsable du pic de potentiel d'action, alors il nous faut une technique qui permet de montrer comment le sodium entre dans la cellule. Comment un courant de sodium entre dans la cellule. Donc si on se base sur la technique, sur la loi d'Ohm, V égale RI, ça c'est le potentiel, ça c'est le courant, et ça c'est la résistance. Donc tout est basé sur la loi d'Ohm. Ça c'est la loi de Ohm. La résistance, c'est quoi une résistance? Elle s'exprime en ohm. Mais si vous inversez ce signe, vous obtenez le mot. C'est quoi le mot? C'est l'inverse de la résistance. L'inverse de la résistance, c'est une conductance. On peut donc mesurer, on peut donc dire que V est égal à 1 sur G multiplié par I. Alors si je veux un potentiel, par exemple, d'un ion X, généré par un ion X, il faut que la conductance de l'ion X et le courant de l'ion X. Donc X est un ion. Si je veux obtenir le courant, si je veux voir comment il évolue le courant de l'ion X, X est égal à Gx multiplié par Vx, par le potentiel. Il faut donc imposer le potentiel, c'est-à-dire avoir une valeur de potentiel, et enregistrer un courant si je veux connaître la conductance de l'ion. Donc pour déterminer la conductance d'un ion X, il me faut le courant
de l'ion et il me faut le potentiel de l'ion X. Potentiel de la membrane, de la cellule, donc à quoi correspond la conductance d'un ion. Donc pour déterminer la conductance, on ne peut pas utiliser la technique de courant imposé. Parce que dans la technique de courant imposé, vous voyez que lorsque vous stimulez, le potentiel varie rapidement. Donc V, lorsqu'il change, je ne connais pas la valeur de V. Quelle est la valeur que je vais utiliser? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ci? Là, je ne sais pas comment. Donc moi, la technique que je vais faire l'inverse. C'est-à-dire, je vais inverser le processus. Je vais maintenir le potentiel constant. Je vais le mettre ici, le potentiel. Et je vais mesurer le courant. Alors, si je veux faire ça, je vais imposer un potentiel pendant un certain temps. Donc je vais V, je vais le changer par exemple à partir de moins 90 millivolts. Je vais jusqu'à plus 10. Donc V ici est égal à plus 10. Et je vais mesurer le courant, toujours selon la loi d'Ohm. Alors le courant, il est comment? Le courant, comment il change pendant cette durée-là? Et l'avantage de cette technique, c'est que pendant un certain temps, bon, 10 millisecondes ou plus de 10 millisecondes, comment le courant évolue pour ce potentiel donné. Je peux changer le potentiel ici, je peux changer le potentiel là, et je vais voir si le courant il change. Le courant que je vais mesurer change en fonction du potentiel. Alors cette technique, c'est une technique élaborée par Hodgkin et Huxley. La technique de voltage imposé, alors non, pas du courant imposé, voltage imposé, voltage imposé. Alors la technique de courant imposé, ça permet de stimuler avec un courant et de mesurer une variation de potentiel. Donc c'est pour mesurer le potentiel d'action. Mais la technique dont je vais vous parler, c'est la technique de potentiel imposé. C'est la technique qui permet de maintenir le potentiel pendant un certain temps et mesurer le courant. C'est cette technique qui permet de mesurer le courant. Alors, donc Hodgkin s'est associé avec Huxley. Alors ça, c'est un Britannique, c'est un Anglais. Et lui, c'est un Allemand, donc un électrophysicien. C'est un physicien qui permet de, qui comprend bien en électronique. Et lui, il connaît bien et se connaît en physiologie, c'est-à-dire c'est un biologiste. Ils vont travailler sur l'axon géant de Calamar. Ils ont aussi eu, grâce à cette technique de potentiel imposé, le prix Nobel de médecine en 1963. Ils ont travaillé sur une espèce, sur un calamar. Alors le calamar, voilà parfois les dimensions du calamar. Donc c'est un poisson marin. Donc vous voyez les proportions par rapport à la dimension d'une personne. Et vous voyez que ces tentacules ici contiennent des axones. Et c'est des axones qui contiennent parfois plus d'un mètre. Un axone, c'est une cellule nerveuse hein, avec plus d'un mètre et avec un diamètre de 1 millimètre de diamètre. C'est énorme pour une cellule. Ici, vous avez la technique de dissection. Ils vont isoler un axone. Un axone de géant du calamar, axone géant de calamar. Il est géant parce qu'il est immense. C'est un axone. Donc immense. Voilà encore le calamar. Et voilà donc la description de la technique. Donc vous essayez de lire, il était en anglais, mais bon, ça, vous arrivez à vous en sortir. Alors la technique permet, donc avant de passer à ce système-là, il vaut mieux que je vous fasse un schéma, c'est beaucoup plus simple et vous allez comprendre mieux comment ça se passe. Alors, la technique de potentiel imposé. Dans un premier temps, je prends ma cellule, il est dans un milieu. Dans un milieu contient les ions sodium, potassium, chlore, bicarbonate et calcium et tous les ions et le pH est déterminé. Donc le bain. Je mesure le potentiel de repos. Alors, donc je reviens à ma technique par rapport à une macroélectrode, des adaptateurs d'impédance par rapport à la masse. Donc je vais aller rapidement et je mesure grâce à un oscilloscope la différence
plus et moins. Au niveau de l'oscillo, ici c'est adaptateur d'impédance, ici adaptateur d'impédance, je mesure ici le potentiel de repos. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont construire un appareil. Ils vont fabriquer un appareil. Donc je vais rajouter ici à mon dispositif qu'on connaît bien. Je vais prendre ce potentiel et je vais le mettre à la borne moins d'un appareil que j'appelle un amplificateur. C'est un amplificateur opérationnel. Alors cet amplificateur opérationnel, à la borne moins, je mets le potentiel que je mesure, qui est généralement égal à moins 80 millivolts. Donc je le mets ici. Et grâce à la borne plus, je vais mettre un stimulateur, un générateur. Ce générateur peut donner des impulsions positives ou bien des impulsions négatives par rapport au zéro, donc soit plus, soit moins, avec des amplitudes variables, qu'ils soient négatives ou positives, pendant un temps que je détermine moi-même, comme temps d'un expérimentateur. Alors, quel est le rôle de l'amplificateur opérationnel? Cet amplificateur opérationnel va faire la différence entre moins 80 et ce que j'affiche ici. Par exemple, si j'affiche, c'est possible, hein, moins, je pars, donc à partir, je donne une dépolarisation, donc je suis à moins 80 jusqu'à, par exemple, moins 10. C'est un exemple. Et je maintiens ce moins 10 pendant un certain temps. Ensuite, j'arrête ma stimulation. Et lui, il va faire la différence entre le potentiel ici, qui est moins 80, et le potentiel ici, qui est à la borne plus, qui est moins 10. Et au lieu, il va faire la différence. Et comme il travaille avec V égale RI, de la même façon que la loi d'Ohm, la différence V observée ici, la différence, il peut la compenser avec un courant I. Pour qu'il n'y ait pas de différence, pour annuler la différence entre ce potentiel et là, il est obligé d'utiliser un courant qui va être différent selon la différence entre la borne moins et la borne plus. S'il y a une différence, il va la traduire sous forme de courant. C'est ça le rôle d'amplificateur opérationnel. Il permet de faire la différence entre le potentiel de la cellule et le potentiel imposé. Et ici, ce courant-là peut être injecté à la cellule avec une deuxième pour annuler cette différence. Il est obligé d'injecter un courant. Et ce courant injecté peut être mesuré facilement. Si je veux mesurer un courant, je mets, alors pour la mesure du courant, je mets une résistance ici. C'est une résistance que je vais appeler une résistance de 100 000 ohms. 100 000 ohms, il est connu, donc c'est connu. Et je vais mettre un voltmètre ici, un V, un voltmètre qui permet de mesurer V égale R, c'est petit r, I. Et vous voyez que V est mesuré et R est connu, il est égal à 100 000, et donc je peux déduire le courant. Je peux donc déduire le courant ionique transmembranaire pour cette différence, uniquement pour cette différence, c'est-à-dire la différence entre moins 80 et moins 10. Et je peux faire ça avec plusieurs valeurs. Au lieu d'utiliser moins 10, je peux utiliser d'autres valeurs. Je peux utiliser des valeurs différentes. Donc je peux, au lieu de moins 10, je peux utiliser moins 40 et je veux voir le courant à moins 40. Je veux voir le courant à moins 10 et je veux voir le courant à plus 60. Donc je peux changer le potentiel et en même temps je peux enregistrer le courant. Ça, c'est la technique de potentiel imposé. Alors la technique de potentiel imposé permet
grâce à un amplificateur opérationnel, un ampli-op ou amplificateur opérationnel, il permet de injecter le courant nécessaire au maintien de cette différence de potentiel. Donc si vous changez ces valeurs, la différence entre la borne moins et la borne plus, le courant change. Pour qu'il maintienne toujours le potentiel. Il faut que le courant soit, pour maintenir le potentiel constant, il ne faut pas que le courant change. Si le courant change, des charges plus ou moins vont entrer et il n'y aura pas de maintien de potentiel. Donc, ils vont avoir un appareil qui permet de maintenir le potentiel, quelles que soient les conditions. Alors, je peux vous donner une image. Alors, l'image, c'est celle-ci. L'image, c'est que, voilà, supposons que je dépolarise la cellule à partir de moins 80 jusqu'à 0 millivolts. Alors, quel est le courant? Ici, grâce à la technique que je vais utiliser, supposons que ce courant évolue pendant 10 millisecondes. Je mesure le courant de membrane qui traverse la membrane pour une dépolarisation de plus 80. C'est le potentiel imposé pendant 10 millisecondes. Alors, supposons que le courant a cette image-là. Voilà le courant. Le courant réel au bord de la membrane pour maintenir un potentiel de cette valeur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire l'électrode de stimulation? L'électrode de stimulation, il va injecter un courant opposé. Ici, c'est l'entrée de sodium, mais pour annuler l'entrée de sodium, il doit injecter un courant opposé. Donc, I délivré par l'amplificateur opérationnel va varier en fonction du courant. I va être d'abord négative, puisque il doit maintenir le potentiel constant pour qu'il reste à la même valeur. Ici, il faut qu'il reste à la même valeur. L'amplificateur est obligé d'injecter un courant comme ça et aussi injecter un courant dans l'autre sens pour annuler ça. Et aussi injecter un courant dans l'autre sens ici. Et aussi injecter un courant dans l'autre sens pour annuler ça. Donc, voilà le courant injecté par l'amplificateur opérationnel. Alors, si vous avez le courant de l'amplificateur opérationnel, vous le prenez, donc vous l'obtenez en fonction du temps et on va le multiplier par moins 1. Bon, on peut faire ça sur un oscilloscope, c'est facile. Si je le signale ici en rouge, le signal en rouge, c'est le courant injecté par l'amplificateur opérationnel pour ce potentiel-là. Parce que le courant ionique en vert a changé, il a augmenté, ensuite il a diminué, ensuite il a augmenté, ensuite il a diminué, ensuite il a augmenté, pour s'annuler après. Alors, l'amplificateur opérationnel va essayer d'annuler ce courant. Et en annulant ce courant, il va donc injecter du courant. Donc, vous prenez ce courant, on le multiplie par moins 1, on le multiplie par moins 1, et on va obtenir un courant qui est comme ça. Donc, on va avoir le courant réel, le courant ionique réel, qui est l'image du courant ionique transmembranaire. On enregistre uniquement, alors cette courbe-là concerne le courant injecté par l'amplificateur opérationnel. Moi, je ne mesure pas le courant ionique ici, le courant de sodium en vert. Ce courant de sodium, je ne le vois pas, mais ce que je peux mesurer, c'est le courant de l'amplificateur opérationnel. Et ce courant de l'amplificateur opérationnel permet de donner l'image exacte du courant ionique transmembranaire. C'est ça la technique de voltage imposé. Donc, sur des diapositives, si vous voulez sur Internet, vous allez trouver, il est un peu simplifié cette technique. Donc, vous voyez ici l'axone avec une cellule interne. Et vous avez ici l'amplificateur opérationnel. Donc, cet amplificateur opérationnel, pardon, voilà l'amplificateur opérationnel. Ça, c'est simplement la mesure du potentiel de membrane de la cellule interne par rapport à l'externe, à l'électrode externe. Et grâce à un amplificateur opérationnel, le feedback amplifier, on peut injecter un courant variable en fonction du temps. Et ce courant, il est
mesurer. Grâce à un appareil, on peut mesurer ce courant. Donc, pour imposer le potentiel à une cellule, on va utiliser un amplificateur opérationnel, c'est la technique de voltage imposé. Alors, cette technique de voltage imposé permet de mesurer les courants ioniques transmembranaires. Alors, avant de passer à cette diapositive, donc je reviens toujours à mon explication, ça sera beaucoup plus simple de lire la diapositive après. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Avec la technique de voltage imposé, je vais, à partir d'un potentiel de moins 80 millivolts, je vais stimuler la cellule jusqu'à, par exemple, moins 70 millivolts. Voilà, pendant un certain temps, et j'arrête ma stimulation, je reviens à moins 80 millivolts. Alors, je vais mesurer un courant ici, donc ça c'est le potentiel imposé, et ici je vais mesurer le courant, pardon, si le courant, donc là je recommence parce que ici c'est mal fait. Donc si j'impose un potentiel de faible valeur, de moins 80 à moins 70, j'obtiens un courant qui est comme ça. Voilà ce que j'obtiens comme courant lorsque je dépolarise la cellule pendant 10 millisecondes. Et je maintiens ce potentiel imposé pendant 10 millisecondes. J'obtiens un courant de membrane qui traverse la membrane qui est positive. Donc il y a une valeur ici. Et vous voyez ici que le courant commence toujours avec un pic ici et un pic ici. Rappelez-vous ce que vous avez fait en électricité. Lorsque vous avez une variation de courant dans ce sens qui fait comme ça, c'est que vous avez une capacité. Vous avez ici un courant qu'on appelle un courant capacitif. Vous avez un courant capacitif avec une certaine valeur. Alors, à quoi correspond la capacité au niveau de la membrane? La capacité de la membrane, en général, la capacité, c'est quoi? C'est un isolant, c'est un condensateur. C'est le passage du courant condensateur dans un condensateur. Est-ce qu'il y a un condensateur membranaire? Est-ce qu'il y a un condensateur membranaire, c'est-à-dire un isolant électrique? Vous le notez généralement comme ça. Alors ça, c'est la bicouche de phospholipides. Les lipides sont des isolants. La couche externe, la couche interne. Donc, je peux calculer la capacité de membrane, c'est-à-dire l'isolant électrique. Donc, généralement, le début du signal et la fin du signal correspondent au courant capacitif que je vais noter ici. Alors, ce courant capacitif commence lorsque je fais varier le potentiel dans le sens positif, il va dans le sens positif. Dans le sens négatif, ce courant capacitif est dû à l'existence des phospholipides dans la membrane, c'est un isolant. On peut déterminer la capacité, on peut déterminer taux, c'est-à-dire les caractéristiques de la capacité de la membrane. Donc le premier courant mesuré, c'est un courant qui traverse la capacité de membrane. Et ici, c'est un courant, ici, c'est un autre courant avec une certaine amplitude qui traverse la résistance. Alors qui dit résistance, c'est-à-dire la conductance. Donc, il se peut que ce soit ça, c'est un courant ionique. Le courant ici, il est positif et c'est la conductance qui a changé ou la résistance qui a changé.
Donc, dans un courant ionique, au début, vous avez un courant qui a traversé la capacité membranaire, et après, vous avez le courant qui traverse la résistance. Ça signifie la chose suivante, ça nous donne une impression que notre membrane est formée par une résistance, Rm, que je vais appeler la résistance de membrane, une capacité de membrane, et une force électromotrice qui est le moins 80 millivolts, qui est le potentiel de repos, c'est EI, le potentiel de la cellule. Voilà la membrane de la cellule entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. C'est ça la membrane d'une cellule. Donc vous avez ici plus ou moins, et vous avez une différence. Si vous mesurez la différence de potentiel entre deux points, ben vous avez moins 80 millivolts entre l'intérieur et l'extérieur. Et lorsque vous faites passer un courant, lorsque vous stimulez une cellule à partir de moins 80 que vous avez ici, vous stimulez par exemple à moins 60, jusqu'à moins 60, ben, il y aura un courant qui va traverser cette membrane et ce courant va aller d'abord dans ici. Pourquoi? Parce que ici c'est très résistant. Toujours le courant passe dans la capacité de membrane, il va changer la capacité de la membrane, c'est ce que vous obtenez comme ça. Donc le courant au départ c'est la capacité de membrane et ensuite vous aurez un deuxième courant, c'est un courant qui traverse la résistance, il va traverser la résistance de membrane. Et donc ce cas-là, vous avez ici un IC, et ici vous avez un IR, un 1 sur G, c'est celui qui a traversé la résistance de la membrane, donc la conductance de membrane. Voilà l'équivalent du système. Donc maintenant, vous comprenez mieux ce schéma-là, cette diapositive, vous pouvez la comprendre aisément. Le courant qui traverse la membrane, ce courant, il va se scinder en deux. Il y a un qui va passer dans la capacité d'abord, ensuite le second qui traverse la résistance, donc avec ici la différence de potentiel. Et voilà ce qu'on mesure. Lorsque vous stimulez, vous dépolarisez la cellule à partir d'un potentiel de référence. Ici, c'est le potentiel HP ou ce qu'on appelle le holding potential. Holding potential, vous allez le faire en salle de TP, vous allez comprendre ce que c'est. C'est un potentiel de départ que l'expérimentateur peut choisir. Donc si je vais commencer à partir de moins 80, je commence à moins 80 millivolts, ici ou là, peu importe, et je vais par exemple jusqu'à 0, c'est un exemple. Mais ici, je vais simplement à moins 70 millivolts, donc une valeur faible. Donc je mesure un courant qui traverse la capacité de membrane et je mesure un courant qui traverse la résistance ici de membrane. Et vous voyez que lorsque j'augmente l'intensité de stimulation, ben, le courant il change de configuration. Donc ce qui nous permet de passer à la diapositive, vous allez comprendre mieux si je vous explique créneau par créneau. Alors, si je dépolarise la cellule à partir de un HP est égal à moins 80 millivolts, c'est-à-dire le potentiel de départ. Je vais jusqu'à moins 60 millivolts, j'arrête mon potentiel imposé, je vais mesurer un courant I de membrane qui traverse la membrane, un courant capacitif, un courant qui est positif ici, et puis une deuxième capacité ici. Ça montre que la membrane, si vous avez ça, si vous faites passer un courant ou un potentiel, vous changez le potentiel dans une résistance capacité en parallèle, vous avez ce signal-là. Donc vous fabriquez au laboratoire, vous prenez une résistance, vous la mettez en parallèle avec une capacité au laboratoire. Si vous faites varier V, vous obtenez ça. Ça veut dire que vous avez une capacité résistance en parallèle. C'est exactement ce qui se passe au niveau membranaire. Ce sont des TP qu'on faisait en physique, où on met en parallèle une résistance et une capacité, et on fait passer V et on obtient un courant qui est comme ça.
Alors si je vais à partir d'un potentiel HP, toujours moins 80 millivolts, je vais vers des valeurs donc, beaucoup plus positives, c'est-à-dire moins 60, moins 50, moins 50 millivolts. J'observe que le courant à moins 50 millivolts change de conformation. Il y a une partie qui est négative. Ici, il y a une partie qui est négative, suivie d'une partie qui est positive. Le courant change de configuration. Donc, je vais obtenir un courant qui est comme ça, avec une partie, une composante négative, ici, et une composante positive. Donc, j'obtiens un courant de membrane, que je veux dire, tout ce qui est négatif, je vais l'appeler le courant entrant, et tout ce qui est positif, je vais l'appeler le courant sortant. Donc, un courant négatif, c'est un courant entrant de cation, quand il s'agit d'un cation. S'il s'agit d'un anion, c'est l'inverse. C'est l'inverse lorsque vous parlez d'un anion. Et suivi d'un courant positif qui sort de la cellule lorsque je parle d'un cation. Alors, si j'augmente mon courant à partir d'un HP égale toujours à moins 80, je vais à moins 10. À moins 10, voilà, je vais avoir un courant, la partie négative va augmenter et la partie positive va augmenter. Donc mon courant va être négatif d'abord, la composante négative augmente, et ici, la composante positive augmente aussi dans l'autre sens. Si je vais à partir d'un HP égal à 0 millivolts, non, à partir de moins 80 millivolts, je vais jusqu'à 0. Donc j'augmente 0 millivolts. Si j'augmente jusqu'à 0 millivolts, je vais avoir un courant qui est capacité au départ, puis il va augmenter encore plus. Il va augmenter encore plus. Et dans le sens positif, il va augmenter encore plus. Donc voilà, j'obtiens un courant qui est ici, positif, et un courant positif ici. Je peux continuer. Donc je peux continuer. Si je vais à partir d'un HP égal à moins 80 millivolts, je vais jusqu'à plus 20. Je vais avoir la chose suivante. Un peu bizarroïde, c'est que la composante négative diminue, mais la composante positive augmente toujours. Elle augmente énormément. Mais la composante négative diminue alors que la composante positive augmente. Si je vais de moins 80 millivolts à plus 40 millivolts, je vais avoir un courant, la composante négative disparaît complètement, alors que la composante positive augmente toujours. Donc, il augmente énormément. Donc, je n'ai pas de place ici, mais il augmente. Par rapport à ici, cette composante va augmenter. Mais ici, la composante négative a remarqué qu'à plus 40 millivolts, cette composante négative disparaît. Elle est égale à 0. Ça, c'est le courant de membrane enregistré. Si je vais de moins 80 à ici à, disons, à plus 60, ben, le courant, la composante négative qui était tout à l'heure négative, il va devenir positive. Et le courant, ici, la composante positive va augmenter encore plus. Donc, je vais dire que le courant de membrane est égal au courant entrant plus le courant sortant. Et que ce courant entrant augmente, il atteint le maximum, puis diminue lorsque je change le potentiel imposé, et que le courant sortant est toujours positif. Alors si je fais une courbe,
Ici, j'ai pas de place pour faire tout ça. J'efface. Si je fais une courbe, voilà, une première courbe, je mets ici le potentiel imposé en millivolts. Et ici, je mets le courant de membrane qui est égal au courant entrant plus le courant sortant. Si je mets dans un premier temps, je mets les valeurs, ici moins 80, c'est mon départ, donc moins 60, moins 50, 0, plus 50, plus 60. Donc le potentiel imposé ici, et ici c'est le courant de membrane, je vais avoir donc la chose suivante. Je vais faire les mesures suivantes. Donc voilà la valeur de potentiel imposé, et voilà la valeur du courant mesuré. Je vais dans un premier temps mesurer le courant entrant, ici, au début d'impulsion. Ça sera ma courbe rouge. Mon courant, il ne s'active qu'à partir de moins 50. Moins 50, ce courant augmente. Ensuite, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Et lorsque j'arrive à 0, il commence à diminuer, à diminuer, à diminuer. Et rappelez-vous, à plus 40, il est nul. Plus 40. Puis, il sort, il s'inverse de signe. Maintenant, je vais faire une autre courbe, mais à la fin, ici. Je vais mesurer le courant ici à la fin. Donc la valeur de potentiel imposé va rester la même, mais le courant, il est positif au début, en azote, ensuite il est positif, ensuite positif, ensuite positif, ensuite positif, ensuite positif, ensuite positif. Donc je vais avoir une courbe comme ça si je fais les mesures à la fin. La courbe verte, c'est le courant sortant, et la courbe rouge, donc la courbe rouge, c'est un courant entrant, enregistré au niveau de l'axone géant de Calamar avec les techniques de potentiel imposé de Hodgkin-Huxley. Le courant entrant n'existe pas pour des potentiels inférieurs à moins 50 millivolts. Mais il s'active à partir de moins 50 et il augmente lorsque j'augmente le potentiel. Plus j'augmente le potentiel, plus il augmente. Mais ce courant entrant atteint sa valeur maximale, ici, puis il diminue avec le potentiel pour s'inverser à plus 40. Je vais appeler ça sur le potentiel d'inversion, parce que c'est là où le courant s'inverse. C'est à ce potentiel-là de plus 40 que ce courant entrant s'inverse. Et lorsque je vais mesurer le courant sortant en vert, donc je prends mon stylo vert ici, je vois que le courant sortant augmente toujours, ou toujours, 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 toujours. Alors, Hodgkin-Huxley en 1953, ils ont dit, voilà, il y a le courant de membrane qui traverse la membrane cellulaire lorsqu'il est dépolarisé, est formé par un courant entrant plus un courant sortant. Alors, comment il faut faire pour séparer les deux? Comment on va isoler le courant entrant et le courant sortant? Alors, pour les isoler, ils vont utiliser les inhibiteurs. Ils ont dit ça. C'était une entrée de cation. Alors, le cation qui existe dans la cellule, c'est à l'extérieur de la cellule en grande concentration, c'est le sodium. Il se peut que ça soit ça le sodium. Donc, on va utiliser un inhibiteur, la TTX. Je vous ai parlé de la TTX, c'est un inhibiteur de sodium. Donc, ce courant, si c'est du sodium, il doit disparaître lorsque je mets dans le milieu extracellulaire la TTX. Et ici, ce courant sortant, quel est l'ion qui se trouve en grande quantité à l'intérieur de la cellule, c'est le potassium. Ici, on met un inhibiteur, le TEA, le tétraéthylammonium, a une concentration de 60 millimolaires, alors qu'ici la TTX 10-9 suffit. Hein, c'est un inhibiteur très spécifique, on a déjà parlé de ça. Si je mets du TEA à l'extérieur de la cellule, je bloque le courant de potassium.
Donc, si c'est vrai, il suffit de faire la chose suivante. Donc, je vais effacer ça. Je prends un seul exemple. Moins 80 millivolts, je vais jusqu'à 0 millivolts. J'impose mon potentiel pendant 10 millisecondes et je mesure un courant qui est entrant et ensuite sortant. Donc, vous avez ici une composante du courant entrant et une composante du courant sortant, ici, et le courant entrant ici. Alors, si je vais rajouter, par exemple, si je rajoute la TTX, si je mets la TTX, voilà le courant que j'obtiens en TTX. J'obtiens toujours mon courant capacitif, mais j'obtiens uniquement le courant sortant. Ça signifie que le TEA, que la TTX bloque le courant entrant, il est bloqué par la TTX. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si j'utilise uniquement un autre inhibiteur, par exemple le tétraéthylammonium, je peux utiliser la 4-aminopéridine. Alors, aminopéridine, c'est un inhibiteur de courant tout à l'heure que vous avez, ou bien le CITS aussi. Voilà ce que j'obtiens. J'obtiens uniquement la composante négative, c'est-à-dire uniquement le courant entrant. Alors, si c'est ça, le courant entrant, ça veut dire que j'ai bloqué le courant sortant avec le TEA, avec le tétraéthylammonium. Ça, j'obtiens uniquement le courant entrant. Donc, lorsque je mets dans le milieu le TEA, je bloque le courant sortant. Il bloque le courant sortant de potassium. J'obtiens le courant de sodium, CiNa. Et si je mets un autre inhibiteur, par exemple, je mets la TTX, je bloque le courant entrant, j'obtiens le courant sortant. Donc, on va dire que le courant de membrane est égal à un courant de sodium plus un courant de potassium. Pour chaque niveau de potentiel, on peut dire que le courant entrant est de nature sodique, c'est le sodium qui entre pendant le courant entrant, et le courant sortant, c'est un courant de potassium. Donc, on peut comprendre mieux que ici, vous avez le courant capacitif. Ici, si le courant capacitif il est ici, on peut comprendre mieux, maintenant ces diapositives. Le courant négatif, c'est un courant entrant, et le courant ici, c'est un courant sortant. Voilà, donc vous avez le courant sortant, et pour chaque niveau de potentiel, ici, si la dépolarisation est faible, le courant entrant et le courant sortant ne sont pas activés, mais à partir d'un certain seuil, alors le seuil, il correspond à l'ouverture des canaux voltage dépendants. Les canaux sodium ne s'ouvre qu'à partir de moins 50 millivolts et que le canal potassium ne s'ouvre qu'à partir de moins 50 millivolts. Donc ces canaux s'ouvrent lorsque j'arrive au seuil, lorsque je dépasse le seuil. Le courant total, à tout moment, à tout instant, c'est un courant capacitif, plus un courant entrant, plus un courant sortant. Alors, Hodgkin-Huxley, voilà les vrais courants enregistrés au niveau de l'axone. Ce n'est pas simplement des schémas, mais c'est des vrais courants. En voltage clamp, ou ce qu'on appelle le potentiel imposé, en anglais voltage clamp, mais vous dit soit le voltage clamp, soit le potentiel imposé, on peut mesurer les courants, voilà, et lorsque vous mesurez le courant pour ce niveau de potentiel, remarquez que ici j'ai donné une dépolarisation de moins 70 millivolts, je suis jusqu'à plus 20. Plus 20, voilà le courant enregistré. Un courant entrant et un courant sortant, qui est positif. Et vous voyez que si j'élimine ni le sodium, le potassium, donc je remplace pour ne pas changer la pression osmotique et aussi pour ne pas changer les charges électriques. Si milieu sans sodium, vous voyez que le courant est égal à 0. Ça veut dire que j'ai éliminé les deux courants. Si je bloque
le courant de sodium avec la TTX, j'obtiens ce courant sortant, c'est le courant de potassium. Si je mets le TEA dans le milieu extracellulaire, j'obtiens le courant entrant. Donc là, je crois que vous pouvez comprendre facilement ça. Là aussi, un courant membrane est égal à un courant entrant plus un courant sortant. La TTX, je vais isoler un courant sortant. Voilà le courant sortant de potassium si j'utilise la TTX. Et si j'utilise la 4-aminopyridine, la 4-AP, ou la 4-aminopyridine, ou le TEA, comme vous voulez, ou le SITS, j'obtiens le courant entrant de sodium. Donc, pour obtenir le courant de sodium, il faut bloquer le courant de potassium. Et pour obtenir le courant de potassium, il faut bloquer le courant de sodium. Donc, ces diapositives sont faciles à retenir. Alors ici, je veux voir comment est le courant de sodium. Donc, je dépolarise pour un potentiel positif, par exemple, jusqu'à 0 millivolts à partir d'un potentiel de moins 80, qui est le holding potential, et ça, c'est le potentiel imposé. Je dépolarise, j'obtiens, je mets dans le milieu le TEA. Si je mets dans le TEA dans le milieu, j'obtiens un courant entrant sans le courant sortant puisqu'il est bloqué avec le TEA. Donc là aussi, ça mérite une explication. Pour revenir ici, on efface. Alors, il faut considérer les canaux sodium au repos. Le canal sodium est sous cette forme. Alors, le canal sodium, c'est l'extracellulaire, intracellulaire. Alors, rappelez-vous de la structure du canal sodium. Le canal sodium n'est pas comme ça. C'est la protéine alpha qui fait entrer le sodium. Regardez la cinétique et la forme de la protéine qui fait entrer le sodium dans la cellule. Les canaux sodium, voltage dépendant, puisqu'il y en a plusieurs types de canaux sodium, mais je parle ici des canaux sodium voltage dépendant. Alors, le canal sodium à l'extérieur, à l'intérieur, le sodium, ici, il est à peu près égal à 140 millimolaires. Les charges ici sont négatives, ici les charges positives. Donc, sur le gradient électrochimique, ici il y a 12 millimolaires. Le gradient électrochimique pour le sodium, il est dans ce sens. Voilà le gradient électrochimique. Mais, vous voyez ici que vous avez quelque chose qui empêche l'entrée de sodium. Je vais appeler ça la porte M. Et ça, je vais appeler la porte H. C'est quoi la porte M? On va leur donner le nom de l'activation. Activation, c'est une porte qui ferme le canal lorsqu'il est au repos. Lorsqu'il est au repos, la porte M est fermée. Position fermée. H, elle est ouverte. H, c'est quoi? C'est une porte qu'on va appeler l'inactivation. En disant, c'est des images, hein, c'est imaginaire. Donc, lorsque la cellule est au repos, la porte est fermée, même si le gradient, et ça je le dis à chaque fois, le gradient électrochimique il est favorable à l'entrée des ions sodium. Mais le sodium n'entre pas au repos. Il n'entre pas pourquoi? Parce que le canal n'est pas ouvert, il n'est pas activé. Il faut qu'il soit activé. Pour que le canal soit activé, il faut une dépolarisation. Donc je passe de moins 80 millivolts ici. Je vais par exemple, je vais mettre un autre signe, comme ça on peut faire la différence. Je vais à un potentiel de 0 millivolts, comme tout à l'heure. 0 millivolts, c'est une dépolarisation de 80 millivolts. À ce moment-là, la porte M s'ouvre et H, elle est toujours ouverte. Et comme le gradient électrochimique il est favorable, on aura une entrée explosive de charge positive. Donc une dépolarisation, on aura une entrée explosive de sodium dans la cellule. C'est une dépolarisation, donc une entrée massive des ions sodium dans la cellule. C'est une dépolarisation puisque M est ouverte et H elle est toujours ouverte. Ici, on va appeler cette phase l'activation. C'est ça l'activation, c'est-à-dire l'ouverture du canal. Pourquoi? Parce que
On est au potentiel de 0 millivolts. Lorsqu'on était à moins 80, le canal est fermé, mais à 0 millivolts, la porte d'activation s'ouvre et H est toujours ouverte. Alors, spontanément, qu'est-ce qui se passe? Quelques millisecondes après, on aura le phénomène suivant. On aura M, il est toujours ouverte, puisque le potentiel il est toujours égal à 0 millivolts. Donc, il est toujours ouverte, et 0 millivolts permet d'ouvrir M. Mais H, spontanément, ferme le canal. Et donc H, en fermant le canal, le canal ne peut plus faire entrer les ions sodium et le sodium s'arrête. On va appeler ça une inactivation. Inactivation, c'est-à-dire la fermeture du canal, le sodium ne peut plus entrer dans la cellule. On a une inactivation. Donc, le canal sodium passe par au repos, ensuite forme activée, ensuite forme inactivée. Donc le passage du repos à la forme activée dépend du potentiel, mais aussi du temps. Et ça permet aussi passage de potentiel imposé et du temps aussi. C'est-à-dire que le canal ici, il est fermé par M, quoique H il est ouverte, le canal ne peut pas être conducteur. Lorsqu'il est fermé, la porte M est ouverte et H est toujours ouverte, et que ici, le canal est toujours ouvert par M, mais il est formé par H. Donc, la seule forme conductrice du canal, c'est celle-ci. C'est la forme activée. Ni la forme inactivée, ni la forme de repos n'entraînent l'entrée des ions sodium dans la cellule. Donc, le sodium subit le processus d'inactivation. Alors, on peut donc comprendre facilement ce schéma. Ici, au potentiel de repos, vous voyez que le canal est fermé, M est fermé, parce que vous êtes au repos. H, porte d'inactivation ouverte. Dès que vous dépolarisez la cellule d'un potentiel HP au potentiel imposé, vous voyez que vous imposez, vous ouvrez M et H, elle est toujours ouverte. Le sodium entre dans la cellule. Et cette phase-là, le courant va diminuer. Il diminue pourquoi? Parce que le potentiel, il est toujours favorable. Le potentiel imposé, il est toujours favorable. Donc M, il est toujours ouverte. Mais H, il est fermé. Et lorsque vous repolarisez, ben, les deux portes sont fermées, puis après, vous avez la forme de réactivation. Donc, on revient à cet état-là après. Donc là, le canal est fermé, il passe à l'état d'ouverture et la forme inactivée. La dépolarisation ouvre la porte d'activation et tardivement, il ferme la porte d'inactivation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginez-vous, vous êtes dans un couloir. Vous avez une porte ici, c'est la porte M. Et ici, la porte H. Mais ces deux portes sont toutes liées à un bouton sur lequel je vais appuyer sur le potentiel imposé. Lorsque j'appuie sur ce bouton, la porte, et vous, vous êtes ici. Donc vous êtes ici. Si j'appuie sur ce bouton, j'impose le potentiel, la porte M s'ouvre, mais n'oubliez pas que le potentiel imposé ferme aussi H. Donc, mais la fermeture du H est beaucoup plus lente que l'ouverture de M. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le potentiel imposé va ouvrir M, mais il va fermer H. Donc, pendant un certain temps, le canal est ouvert et un certain nombre d'étudiants peuvent passer. Et H est beaucoup plus lente, et lorsqu'il ferme le canal, les étudiants ne peuvent plus passer dans le couloir. Ça veut dire que aussi bien l'activation que l'inactivation dépend du potentiel imposé. Lorsque vous imposez un potentiel, vous ouvrez la porte M rapidement
Donc la constante de temps est rapide. Et vous fermez H, la constante de temps est lente. Si les deux constantes de temps, l'ouverture et la fermeture, sont les mêmes, il n'y aura aucun ion qui va entrer. Mais la porte d'activation s'ouvre rapidement et la porte d'inactivation se ferme lentement pendant un certain temps. Le canal est conducteur, puis après, il n'y a plus d'entrée. Vous voyez que le potentiel ici, il est toujours positif, E imposé, alors que ici, le courant est nul. Courant est nul, alors que ici, il est au maximum. Donc, l'intensité du courant de sodium change en fonction de la durée. Donc, on va dire que aussi bien l'ouverture de M, vous voyez, il dépend de la durée, l'ouverture. Pour arriver au maximum, il dépend d'un certain temps. Et vous voyez que l'inactivation, pour qu'il se ferme, il faut un certain temps pour qu'il se ferme. H, totalement. Donc, il dépend aussi du potentiel. On va dire que aussi bien l'activation que, que l'inactivation dépend du potentiel. On va dire que aussi bien l'activation que l'inactivation dépend du potentiel. C'est la technique de voltage imposé. Voilà. Et cette technique a été réalisée par Hodgkin Huxley en utilisant donc un amplificateur opérationnel. Donc là, ici, vous avez la phase 1, c'est le potentiel de repos. La phase 2, c'est la phase d'activation. La phase 3, c'est la phase d'inactivation. Pendant un potentiel ici. Et vous allez le schéma ici, c'est un autre schéma où vous allez sur Internet, vous allez trouver beaucoup de schémas. On passe de fermé à la forme activée, le sodium entre. Ensuite, la forme inactivée, le sodium, H se ferme, le sodium ne peut pas. Donc, puis vous avez une troisième phase, c'est-à-dire que le retour à la normale nécessite que H s'ouvre. Il faut que H s'ouvre pour que on arrive à la forme fermée. Donc, fermé, ouvert, inactivé et réactivé. Le canal sodium passe par plusieurs phases. Pour le courant de potassium, il est un peu spécial, il est différent du courant de sodium. Donc je vais vous expliquer, ensuite on va revenir sur la diapositive et à ce moment-là on comprendra mieux les choses. Alors pour le courant de potassium, lui, vous voyez que lorsque je dépolarise les cellules à partir, pardon ici, il faut que ce soit constant, hein, constant. Lorsque j'impose mon potentiel à partir de moins 80, à partir d'un HP, holding potential, vers un potentiel imposé de, par exemple, 0, je donne une dépolarisation de plus 80 millivolts. Je mesure, lorsque je mets la TTX dans le milieu extracellulaire, je veux mesurer un courant qui est comme ça. Hop, et puis, hop. Alors, j'ai bloqué le courant, j'ai éliminé le courant de sodium, il va me rester le courant de potassium. Ça, c'est le courant de potassium. Et vous voyez que le courant de potassium, il est beaucoup plus long au départ, et il s'active, il s'active, il s'active, il s'active, il s'attend la valeur maximale. Et vous voyez ici que lorsque le potentiel s'arrête, ben, le courant diminue. Et vous voyez que le courant de potassium, il augmente lentement, mais il ne subit pas le processus d'inactivation. Rappelez-vous, je vous l'ai dit qu'il n'y a pas de porte d'inactivation pour le courant de potassium. Lorsqu'on a étudié les protéines de transport, le courant de potassium ne s'inactive pas. Donc si je dépolarise un peu plus, je vais avoir un courant beaucoup plus fort. Si je dépolarise un peu moins, je vais avoir un courant beaucoup plus faible. Donc vous voyez que le courant de potassium ici, je peux revenir à ma diapositive. Vous voyez ici que le courant de potassium, donc plus je dépolarise, et plus le courant de potassium augmente. Courant de potassium, famille de courant sortant. Le courant sortant, et si je fais la courbe IV, non, la courbe IV ici, j'obtiens un courant sortant tout le temps. Tout le temps, il est sortant, 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 il augmente, il augmente, il augmente. La courbe IV, donc ici, je mets le courant de potassium sortant en fonction du potentiel imposé. Et voilà ce que je vais faire. Je vais faire la même chose pour le courant entrant. Si je fais le courant entrant,
en fonction, si je mets par exemple le courant entrant en fonction du potentiel, je prends un stylo, voilà, je mets la courbe IV, ce que j'avais appelé, alors IV, c'est quoi IV? C'est le courant en fonction du potentiel imposé. C'est la relation, ce qu'on appelle la relation courant potentiel. Relation entre le potentiel imposé et le courant de membrane. Je vais de moins 80, je vais ici à 0, plus 40, et plus ici, jusqu'à, disons, plus 60. Si je vais tracer le courant entrant de sodium. Alors, si je veux avoir le courant entrant de sodium, je dois mettre dans le milieu le tétraéthylammonium, dans le milieu extracellulaire. Et à partir de moins 50, le courant s'active, il atteint la valeur maximale et s'inverse à plus 40. Je vais appeler ça le potentiel d'inversion, qu'on va déterminer tout à l'heure. Maintenant, si je trace le courant de potassium, le courant de potassium s'active à partir de moins 50, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente sans arrêt. C'est le courant de potassium en fonction du potentiel imposé. Et que ici, vous avez le courant de sodium. Il est obtenu en présence de TEA, alors que le courant de potassium est obtenu en présence de la TTX. Voilà les courants ioniques transmembranaires en fonction du potentiel imposé. Donc pour chaque valeur de potentiel, j'ai une valeur de courant ici. Vous voyez que le courant entrant augmente puis diminue. Il s'annule à plus 40. On va voir pourquoi il s'annule à plus 40. Et vous avez un courant sortant qui augmente toujours. Alors, on a déterminé, si vous vous rappelez, EK, le potentiel d'équilibre selon l'équation de Nernst, il est égal à peu près à moins 90 millivolts. EK égale à moins 90 millivolts. Donc, moins 90 millivolts, il est ici. Voilà le potentiel d'équilibre. Voilà le potentiel de repos. Et vous voyez que le courant, il est toujours sortant. Pour un cation donné, lorsque je suis au-dessus, lorsque le potentiel imposé est au-dessus de potentiel d'équilibre, il est toujours sortant. Je veux voir ce qui se passe au niveau du sodium. Je veux calculer. On a fallu calculer EK, mais on n'a pas calculé ENA. Alors, si vous voulez calculer ENA, c'est facile. Je vais calculer ENA. ENA, c'est, bon, moins RT sur ZF, je vais mettre 58. On fera un TD. RT sur ZF donne 58 généralement, logarithme décimal. J'élimine parce que dans le 58, il y a le népéria ici. La concentration intracellulaire de sodium, c'est 12. La concentration extracellulaire, c'est 140. Le potentiel ici, il est peu différent de plus 50 millivolts. On va dire que ENA est très positif. Alors, rappelez-vous, le potentiel d'équilibre, c'est la force électrique qui compense la force chimique. C'est-à-dire, lorsque la cellule se trouve à plus 50, pour un million donné, le courant entrant est compensé par le courant sortant. Et le courant global, qui est le courant de sodium, doit être égal à 0. Au potentiel d'équilibre, la valeur du courant doit être égale à 0. C'est ça la force électrochimique qui compense la force. Alors, si je remarque, si je vois ma courbe, effectivement, ici je suis à peu près à plus 40, plus 50 millivolts. Alors, ce potentiel, je vais appeler le potentiel d'inversion. Pourquoi inversion? Parce que ici, le courant de sodium, il est négatif, et ici, il est positif. Donc, potentiel d'inversion, c'est quoi? C'est le potentiel d'équilibre aux ions sodium qui est très positif. Le potentiel d'équilibre des ions sodium est très positif, et que ici, le potentiel
le potentiel, donc potentiel de potassium EK, qui est égal à moins 90 EK, il est égal à moins 90 pour le potassium. La courbe de potassium, il est comme ça. Donc, ici, lorsque le potentiel imposé est supérieur au potentiel d'équilibre, le courant, il est sortant. Si je parle d'un cation, toujours. Lorsque je parle d'un cation, par exemple pour le potassium, lorsque le potentiel imposé est supérieur au potentiel d'équilibre, le courant est sortant. Lorsque le potentiel imposé est inférieur au potentiel d'équilibre, toujours pour un cation, le courant est entrant. Et lorsque le potentiel imposé est égal au potentiel d'équilibre, le courant est égal à 0. Le courant est nul. Alors, si je regarde le sodium, voilà le courant, le potentiel d'équilibre. Le potentiel d'équilibre, s'il est inférieur, si le potentiel imposé est inférieur à ce potentiel d'équilibre, vous avez un courant entrant de sodium. Voilà, il est entrant, 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 il est entrant. Si le potentiel imposé est supérieur au potentiel d'équilibre, vous voyez le courant positif, 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 positif. Par contre, si le potentiel imposé est égal au potentiel d'équilibre, le courant est nul. Si je regarde maintenant le potassium c'est la même chose, le potassium. Le potassium, le potentiel d'équilibre se trouve ici, c'est EK-90. Alors, le potentiel imposé, il est toujours supérieur au potentiel d'équilibre. Donc, il est toujours positif, le courant est toujours positif. Donc voilà, ça, vous avez des courbes déterminées expérimentalement, mais sur le plan théorique, on le comprend aisément. Voilà, donc le courant entrant augmente, puis diminue, et puis s'inverse au potentiel d'équilibre, et que le courant sortant, il est toujours sortant, quelle que soit la valeur du potentiel. Donc vous voyez ici que le courant sortant, il est toujours positif, il est toujours positif puisque vous avez EK ici, vous avez EK ici, donc EK se trouve ici, il est égal à moins 90, et donc le courant S sortant, c'est le courant de potassium. Et vous voyez, il est toujours positif, 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 positif. Alors que l'autre courant de sodium, ici vous avez les courants, les vrais courants enregistrés sur des cellules. Ce ne sont pas des tracés avec la main. Vous voyez ici le contrôle, c'est le témoin. Et lorsque vous mettez de la TTX, vous avez les courants sortants. Et là, vous avez les témoins. Et si vous mettez de TEA, vous avez le courant entrant. Donc, on peut séparer les courants en utilisant les inhibiteurs, soit la TTX, soit le tétraéthylammonium. Ici, vous avez le courant sortant en fonction du potentiel imposé. Donc, c'est une courbe qui est comme ça. Potentiel d'équilibre, voilà EA, le potentiel d'équilibre aux ions potassium, EK, donc qui est négatif. Voilà le potentiel d'équilibre, le potentiel d'inversion, c'est le potentiel d'équilibre au sodium. Vous voyez que la courbe de sodium évolue de cette façon-là. La relation courant-potentiel établie au niveau de l'axone géant de Kalmar en présence de TTX et de TEA. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de compléter ça pour que ça soit homogène. Alors, à partir de cette courbe IV, cette courbe courant potentiel, pour chaque courant, on peut déterminer l'évolution de la conductance. Je peux calculer la conductance de membrane. Donc, si je veux, voilà la courbe à partir de V égale RI, ou bien V égale 1 sur G multiplié par I. G, c'est quoi? G, c'est le courant sur le potentiel. Voilà. Alors, G, le courant, ici, est égal à G multiplié par EM moins ENA, ce qui donne cette valeur-là pour la conductance G. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on a pris E moins ENA.
Ça, c'est un potentiel. Peu importe, potentiel. Alors, du moment que, si je prends par exemple l'exemple du courant sodium, si je prends l'exemple du courant sodium, si je suis à, voilà, le potentiel ENA. ENA est égal à plus 50. À plus 50. Si j'ai, par exemple, la loi d'Ohm est égale à V égale RI, c'est-à-dire 1 sur G multiplié par I. Alors, ça c'est pour un circuit RC. RC, c'est-à-dire résistance, capacité en parallèle, c'est en physique. La force électromotrice qui met en mouvement un courant, ici c'est les électrons, est égale à 1 sur G multiplié par I. Mais pour les ions c'est un peu différent. Les ions, c'est quoi la force électromotrice qui met en mouvement les ions? La force électromotrice qui met en mouvement les ions, c'est pas. Et ainsi que le courant de sodium, ici, il est égal à 0. Et Na, au potentiel d'équilibre, est égal à 0. Donc, plus je m'éloigne de cette force électromotrice, plus le courant devient fort. Et plus je m'éloigne ici, dans l'autre sens, donc dans le sens entrant ou dans le sens sortant. Alors, on va donc dire que la force électromotrice, donc plus j'augmente ici, je vais m'éloigner, plus la force électromotrice, le courant va être fort. Pourquoi? Parce que ce qui met la force électromotrice pour une cellule, c'est la différence entre le potentiel imposé et le potentiel d'équilibre. Ou bien je peux mettre E imposé comme ça. Donc la force électromotrice, c'est le potentiel imposé moins le potentiel d'équilibre. Pour donner l'image au niveau de la cellule par rapport à un courant électrique, je veux dire que le potentiel, la force électromotrice qui met en mouvement un ion, c'est la différence entre le potentiel imposé et le potentiel d'équilibre aux ions sodium. Voilà. Donc, je peux revenir maintenant à ma diapositive de tout à l'heure. Vous voyez ici que la conductance aux ions sodium, la conductance aux ions sodium, c'est la courbe, c'est le courant divisé par la force électromotrice. C'est la différence entre le potentiel imposé et le potentiel d'équilibre. La même chose pour le potassium. C'est la conductance aux ions potassium, c'est le potentiel de membrane, moins le potentiel d'équilibre, c'est la force électromotrice. Multiplie donc le courant divisé par, j'obtiens la conductance. Voilà donc comment on calcule la conductance d'un ion au niveau cellulaire. Donc, au cours d'un potentiel d'action, ici un potentiel d'action, je peux, pour chaque niveau de potentiel, je peux déterminer la conductance d'un ion à condition de connaître quoi? La valeur de potentiel imposé, potentiel d'équilibre, par exemple le sodium, et de connaître la valeur du courant de sodium. Alors, le courant de sodium, il est enregistré en présence de quoi? De TEA. Si j'ai la valeur de courant, et si j'ai la valeur de potentiel d'équilibre, je peux le déterminer en faisant ma courbe comme ça, ici. C'est ça le potentiel d'équilibre. Ou bien je le calcule à partir de l'équation de Nernst. Donc, je connais ça, je connais l'amplitude du courant, je peux calculer la conductance. Je peux calculer la conductance, par exemple de sodium, pour ce potentiel imposé. Donc, pour chaque valeur de potentiel imposé, je mesure le courant. Voilà les courants, j'ai les courants, j'ai le potentiel d'inversion ici que je détermine dans les techniques de voltage imposé, donc je peux déterminer le potentiel d'action et donc je peux déterminer la conductance pour chaque niveau de potentiel. Donc sachez simplement qu'il existe deux types de potentiels d'action. Des potentiels d'action sodiques dans la phase de dépolarisation essentiellement sodium, mais il existe aussi, par exemple, des cellules de myocarde où la phase de dépolarisation il a à la fois du calcium et à la fois
sodium. Ce second type est rencontré dans le soma des neurones du fer musculaire cardiaque et lisse. Voilà. Donc je m'arrête là et je parlerai essentiellement. Donc si je prends un exemple sodium essentiel, ça vous pouvez le comprendre facilement. Et le potassium étant nécessaire. Ici, vous avez simplement l'évolution du conductance en fonction du potentiel, c'est-à-dire que la conductance aux ions sodium augmente puis diminue, et puis la conductance aux ions potassium augmente puis se ralentit. Comment il a été déterminé? Je détermine GNA, je détermine GK. Pour les déterminer, il me faut le courant de sodium, il me faut le courant de potassium, il me faut ENA et il me faut EK. Et ça, vous ne pouvez le déterminer que avec la technique de voltage imposée. Et on peut à ce moment-là connaître les valeurs de conductance pour chaque niveau de potentiel. Et vous voyez que la conductance de sodium augmente puis diminue, le potentiel d'action augmente. Et pourquoi il diminue? Parce que vous avez l'inactivation. Le courant de sodium diminue à cause de l'inactivation, alors que la diminution du courant de potassium ici, ou de la perméabilité de potassium, il est dû simplement à la fermeture du canal. Donc, vous avez une phase de dépolarisation essentiellement sodium, mais il y a un peu de potassium, hein, il y a un peu de potassium ici. Et que la phase de repolarisation, il est essentiellement due à l'augmentation du potassium et à la diminution du sodium. Donc ça, la phase de dépolarisation, essentiellement du sodium, mais il y a un peu de potassium aussi. Ici, il y a un peu de sodium, mais il est essentiellement potassique. Donc, voilà comment le potentiel d'action est déclenché, une entrée de sodium, une diminution due à l'augmentation de la conductance au potassium et à l'inactivation du courant sodium. Et je m'arrête là. Merci pour votre attention.